Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec Damien Delseny, chef du service police-justice, nous vous racontons aujourd'hui une affaire criminelle en 6 épisodes. La tuerie de Chevaline. C'est un promeneur à vélo qui a fait la macabre découverte vers 15h50 cet après-midi. Une fusillade au fond d'une vallée de Haute-Savoie, 4 morts pour un massacre commis en plein jour, presque sans témoins, et le début d'une longue enquête aux multiples pistes. Les victimes ont été découvertes sur les hauteurs du lac d'Annecy. Bienvenue dans notre série Les fantômes de Chevaline. Cinquième épisode sur 6. Un an après la fusillade qui a fait 4 morts sur un parking montagneux des hauteurs de Chevaline en Haute-Savoie, les enquêteurs n'ont toujours pas identifié le tireur. La longue enquête sur Saad Halili n'a pas permis de mettre en évidence des ennemis passés à l'acte. Mais les enquêteurs vont faire une découverte étonnante sur Iqbal, la femme de Saad, qui était dans la voiture et qui a été tuée avec lui à Chevaline. Cette mère de famille rangée a eu une première vie, qu'elle a toujours gardée cachée. Iqbal est une femme décrite comme réservée, calme, intelligente et secrète. Née en Irak, le mardi 2 février 1965, elle obtient un diplôme de chirurgie dentaire à l'université de Bagdad en 1987. Pendant 6 ans, jusqu'en 1993, Iqbal travaille au ministère de la Santé irakienne. Puis elle change et occupe un poste dans une clinique en Jordanie, à Amman, jusqu'en 1997. La même année, elle obtient une licence dentaire aux Émirats arabes unis et commence à exercer comme dentiste. En 2001, elle se met à travailler à la faculté dentaire d'Abu Dhabi, jusqu'à son mariage avec Saad en 2003. Elle emménage alors avec son mari en Angleterre. Après la naissance de ses filles, elle se consacre entièrement à elles. Son mari l'incite à reprendre des études afin de pouvoir faire valider ses diplômes et exercer en Angleterre comme dentiste. Un de ses amis, qui a connu Iqbal dès l'université de Bagdad, raconte qu'il venait lui rendre visite de temps en temps à Claygate. Il ne croisait jamais Zaïd, le frère de Saad, qui vivait dans la maison, mais restait enfermé dans sa chambre. Il passait un moment avec Iqbal et Saad, couple au mode de vie simple, selon lui. Il décrit Iqbal comme une femme timide et assez inactive. Mais les mois qui ont précédé sa mort, les choses avaient changé, poursuit cet ami. Sous la pression et les encouragements de son mari, Iqbal s'était remise à étudier. Afin qu'elle y arrive, Saad prenait à sa charge l'essentiel des tâches domestiques. À force de fouiller les papiers de la famille Halili, les enquêteurs font une découverte qui fait l'effet d'une bombe. Ils apprennent sur la mère de famille un épisode qu'elle tenait à tout prix à garder caché. Iqbal a déjà été marié. Damien, entre février 1999 et janvier 2001, Iqbal a vécu aux États-Unis, marié à un Américain. Oui, les gendarmes arrivent à reconstituer ce parcours. Elle a épousé là-bas un certain Dudley, un homme qui est de 13 ans son aîné. Le mariage s'est déroulé en Louisiane en 1999. Lui, il travaille dans l'industrie pétrolière. Certains des amis d'Iqbal avaient connaissance de cet épisode américain dans la vie de la jeune femme. Ils pensent que Saad avait aussi été mis dans la confidence, mais personne n'en est véritablement sûr. Ils se séparent en décembre 2000 et le divorce est prononcé 3 ans plus tard, le 21 octobre 2003. Au motif de différends irréconciliables, selon le jugement qui a d'ailleurs été versé au dossier d'enquête de Chevaline. Ce divorce, il survient après une période de vie maritale finalement très courte. On se demande même si les deux époux ont réellement vécu ensemble. Ce qui est presque incroyable, c'est que cet homme est mort lui aussi. Oui, alors qu'il soit mort, c'est pas forcément incroyable, mais il est mort le mercredi 5 septembre 2012, c'est-à-dire le même jour que son ex-femme Iqbal, le jour de la tuerie de Chevaline. Le certificat de décès de cet homme mentionne un infarctus aigu du myocarde. Oui, il meurt donc le 5 septembre 2012. Il est retrouvé mort dans sa voiture devant un magasin dans l'État du Mississippi. Les constatations médicales parlent d'une apparente
crise cardiaque. Évidemment, cette coïncidence, elle est quand même tout à fait incroyable, tout à fait folle. On se dit même que ça ne peut pas être une coïncidence que l'ex-mari meure à des milliers de kilomètres de Chevaline le même jour que son ex-femme qui est abattue. Forcément, c'est plus que surprenant. Donc, il y a une partie de l'enquête qui va être menée sur ce point. La sœur de Dudley, l'ancien mari d'Iqbal, va être entendue. Elle va dire que, selon elle, le divorce n'a pas été conflictuel, mais qu'en fait, Iqbal se sentait mal aux États-Unis. On va d'ailleurs se poser des questions sur ce séjour d'Iqbal sur le sol américain. Est-ce qu'elle avait vraiment les qualités professionnelles requises pour travailler dans le secteur dentaire? On n'en est pas sûr. Est-ce qu'elle a fait ce mariage pour obtenir des papiers ou pour obtenir un asile? Toutes ces questions-là sont posées. Et puis, il y a quand même une autre bizarrerie aussi, c'est qu'aux États-Unis, elle ne se faisait pas appeler Iqbal, elle se faisait appeler Kelly. Mais finalement, on fouille cette première vie d'Iqbal à Lily et la piste est également refermée. Oui, alors elle est presque romanesque cette piste, mais finalement, elle n'apporte rien à l'enquête judiciaire sur la tuerie de Chevaline. C'est un peu comme cette piste roumaine qui avait été évoquée avec ces numéros de téléphone étranges qu'on avait trouvés dans le téléphone du frère de Saad et qui finalement, cette piste roumaine de tueur à gages roumain, elle n'a rien donné non plus. Alors, tout ça pourquoi? Parce que en fait, quand on fouille la vie des Halili, comme dans plein de familles, comme dans beaucoup de familles, on cherche et on trouve des aspérités, des petits secrets. Mais finalement, tous ces secrets, une fois qu'on les a levés, une fois qu'on les a vérifiés, ils se referment parce qu'ils ne constituent pas une piste sérieuse d'enquête. À ce stade, est-ce qu'on peut faire un tour des hypothèses et dire quelles sont celles qui ont été explorées par les gendarmes? Alors effectivement, il est temps de résumer un peu les très nombreuses pistes explorées. Alors des pistes qui ont toutes un point commun. Les enquêteurs partent du principe que la cible de la tuerie, c'est la famille Halili. Donc pendant des mois, ils vont décortiquer, on l'a vu, la vie de cette famille anglaise, ses zones d'ombre, ses tensions possibles, ses secrets de famille. L'hypothèse selon laquelle Zaïd, le frère de Saad, a joué un rôle va longtemps accaparer les gendarmes et faire office de piste principale. Dans ce mouvement que suit l'enquête, le 4e mort, le cycliste français Sylvain Mollier, tient depuis le départ le rôle d'une victime collatérale. Il était juste là au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais alors que les pistes Halili finissent toutes une par une dans un cul-de-sac, les enquêteurs sont amenés à changer de point de vue. Et si finalement, la cible du tueur, c'était Sylvain Mollier, et donc que les touristes anglais, la famille Halili, deviennent à ce moment-là des victimes collatérales, des témoins gênants en quelque sorte. Des 4 personnes mortes dans la tuerie de Chevaline, Sylvain Mollier est celui qui a reçu le plus de balles. 5, précisément, dont une au visage, alors qu'il était déjà à terre. L'expertise balistique a surtout conclu qu'il était probablement celui qui avait été visé le premier. Dans ce cas, et s'il est la cible du tueur, qui pouvait bien lui en vouloir? Sylvain est calme, casanier, un peu rêveur. Impossible d'imaginer qu'il ait pu être victime d'un tel guet-apens et d'un tel acharnement criminel. D'autant plus que quelques minutes avant de mourir, Sylvain Mollier a reçu un coup de téléphone de son ex-femme. Lydia voulait lui parler de l'inscription à la cantine scolaire de l'un de leurs 2 fils. Il est précisément 15h28. Sylvain est essoufflé. Vient-il de mettre pied à terre au niveau du parking du Martinet ou est-il encore en plein effort? Il promet en tout cas de rappeler le soir même Lydia pour prendre des nouvelles de la rentrée des garçons. Moins de 15 minutes plus tard, il tombe sous les balles. Pour les enquêteurs, c'est bien la démonstration que même dans les derniers instants de sa vie, Sylvain Mollier ne se sentait pas du tout en danger sur cette route de montagne. Sylvain et Lydia se connaissent depuis toujours. Quand ils étaient enfants, leurs parents vivaient à côté. En 1992, leur histoire d'amour débute. Ils s'installent ensemble à Albertville et se marient en 1995. Leur premier fils naît dans la foulée, le deuxième 2 ans plus tard. Sylvain travaille à l'usine Césus, une filiale du groupe Areva. Comme beaucoup de jeunes de sa génération à Ugine, il y a été embauché tôt, à 21 ans, comme soudeur. Les enquêteurs se demandent d'ailleurs pendant un temps si cet emploi dans un domaine sensible, comme c'est le cas pour Saad Halili, aurait pu être un mobile à la tuerie. Mais Sylvain n'occupe pas de poste à forte responsabilité et n'a pas non plus accès aux données sensibles de ce sous-traitant du gérant nucléaire. Il n'est pas particulièrement ambitieux professionnellement et préfère investir sa vie personnelle. D'ailleurs, sur ce volet-là, les choses se compliquent.
En 2002, Lydia rencontre un autre homme dont elle tombe amoureuse. En janvier 2003, elle et Sylvain se séparent. Sylvain quitte le domicile familial et retourne chez ses parents. C'est une période difficile pour lui. Ses proches témoigneront qu'elle l'a marqué. Mais jamais, Lydia le confirme, il ne manifeste de violence ou de menaces à l'encontre de son ancienne femme. Sylvain et Lydia vendent leur appartement et décident d'une garde alternée pour les enfants. Ils restent en bons termes et unis dans l'éducation de leurs 2 fils. Redevenu célibataire, Sylvain fréquente quelques femmes. Il entretient des relations durant quelques mois, mais ne souhaite pas s'engager davantage. Damien, après 5 ans de célibat, Sylvain Mollier rencontre Claire. Au cours d'un voyage à Florence, en Italie, qui est organisé par le comité d'entreprise de Césus, la société dans laquelle il travaille. Effectivement, il rencontre Claire, qui est à ce moment-là la compagne d'un de ses collègues. C'est pour ça qu'elle fait partie de ce voyage organisé. Claire, elle est beaucoup plus jeune que Sylvain Mollier, elle a une 15aine d'années de moins, mais c'est immédiatement le coup de foudre. Claire est pharmacienne près d'Albertville. Oui, et on l'a dit, donc elle est déjà en couple à ce moment-là, mais elle va quitter son compagnon et s'installer assez vite avec Sylvain. En juin 2012, après 3 années de vie commune, le couple va accueillir son premier enfant, un heureux événement évidemment qui marque aussi une rupture dans la trajectoire professionnelle de Sylvain Mollier. Il en profite en effet pour solliciter un congé parental de longue durée de 3 ans auprès de son employeur. Sa demande est acceptée, mais on a l'impression donc que tout va bien dans la vie de Sylvain Mollier, dans sa vie de couple, dans sa vie familiale. Mais évidemment, les enquêteurs se posent cette question. Est-ce que, sous le vernis de cette existence épanouie, le quadragénaire ne compterait pas des ennemis cachés? On se pose la question car en fait, l'ex-compagnon de Claire est un collègue de Sylvain. Oui, et donc pendant plusieurs années, les gendarmes de la section de recherche de Chambéry vont surveiller cette piste qui mène à l'ex-compagnon de Claire, dont on peut imaginer qu'il a mal vécu, que ce soit un collègue de travail qui se mette en fait avec sa compagne et qu'elle devienne sa femme. Il travaille dans la même entreprise, c'est compliqué, donc cette piste, elle va évidemment être suivie par les enquêteurs. L'ancien compagnon de Claire, que nous appellerons Fabien, est entendu. Il confirme avoir été en couple avec Claire pendant environ 8 ans, avant le voyage de Florence. Fabien connaissait déjà bien Sylvain. C'est un de ses collègues. Quand il apprend quelques mois plus tard que Claire a une relation extra-conjugale avec lui, il la confronte, et Claire admet. Fabien en souffre et décide de ne plus adresser la parole ni à l'un ni à l'autre. Comme il travaille avec Sylvain, ça complique leur vie professionnelle à tous les deux. Sylvain demande alors à changer d'équipe. C'est accepté, les 2 hommes ne se croisent plus. Les amis de Fabien confirment cette version des faits. Oui, Fabien a souffert de cette séparation, mais il n'a jamais été animé par un quelconque désir de vengeance. D'ailleurs, il s'est depuis remis en couple, s'est même marié quelques semaines avant la tuerie et est parfaitement heureux. L'analyse des données téléphoniques de Fabien le localise à Albertville le jour de la tuerie, trop loin donc de Chevaline pour avoir appuyé lui-même sur la gâchette. Les enquêteurs le placent malgré tout sur écoute entre le 16 septembre et le 12 novembre 2012. Après 2 mois à le surveiller, force est de constater que Fabien n'a rien à se reprocher. La clé de l'énigme ne semble pas se situer de ce côté-là. Les enquêteurs se demandent alors si dans la famille de Claire, l'arrivée de Sylvain a été vue d'un bon œil. Leur différence d'âge, le fait qu'elle gagne bien mieux sa vie que lui, le fait qu'il puisse, en se reposant sur son salaire à elle, prendre un congé parental pour l'arrivée de leur petit garçon. D'après le frère de Sylvain Mollier, qui s'en ouvre même au journal anglais le Sunday Times, il y avait de grosses tensions entre Sylvain et sa belle famille. Claire venait de bénéficier d'une importante donation de la part de ses parents. Les médias anglais soulignent également que le cycliste a exploré ce jour-là un nouvel itinéraire. L'expertise du compteur du vélo de Sylvain Mollier permet d'extraire les données relatives à sa sortie du 5 septembre 2012. 30 km 420, parcouru en 1h21 et 50 secondes pour une vitesse moyenne de 22,31 km/h. Et un passage sur la Combe d'Ir donc pour la première fois. Mais Sylvain Mollier ne s'est pas rendu là par hasard. Cet itinéraire lui a particulièrement été recommandé par son beau-père, le père de Claire. Damien, un des éléments qui finit par exclure que Léa Lily ait été la cible principale du tueur, c'est qu'il n'avait pas anticipé leur passage sur la Combe d'Ir.
Effectivement, on l'a déjà dit, ce jour-là, Léa Lily, ils ne sont pas censés se trouver ni sur cette route, ni sur ce parking. Ils sont même pas censés partir en randonnée parce qu'ils sont pas du tout habillés pour. Et on a l'impression qu'ils se perdent un peu dans leur balade et qu'ils empruntent cette route totalement par hasard. Donc l'hypothèse selon laquelle il y aurait eu des tueurs à gages ou des tueurs sous contrat qui attendaient Léa Lily sur le parking du Martinet, ça tient pas puisque eux-mêmes ne savaient sans doute pas quelques minutes ou quelques secondes auparavant qu'ils allaient se retrouver sur cette route. Donc c'est sur ce point qu'ont buté les enquêteurs et qu'ils se sont dit que non, il pouvait pas y avoir de tueurs qui attendaient Léa Lily à un endroit où tout simplement ils n'avaient pas prévu d'aller. Concernant Sylvain Mollier en revanche, il a indiqué à sa compagne Claire en partant qu'il se rendait au-dessus de Doussard. Oui, et donc, comme vous venez de le dire, c'est donc son beau-père qui lui a recommandé cet itinéraire. Donc les médias vont un petit peu s'emballer sur cette piste, puisqu'on sait qu'au début, la famille de Claire, la famille Schutz, avait fait état d'une certaine réticence, on l'a dit, quant à la différence d'âge entre Sylvain Mollier et sa nouvelle compagne, une différence aussi de statut social, dirons-nous. Donc ça semblait s'être un tout petit peu effacé avec le temps, mais forcément, le fait que le beau-père indique un itinéraire un peu inhabituel et un nouvel itinéraire pour Sylvain Mollier, juste le jour où celui-ci va se faire tuer, ça pose question. Éric Maillot, qui est le procureur d'Annecy, toujours à l'époque, va tempérer cette piste. Il rappelle d'abord que des tensions familiales, ça peut exister partout et qu'elles ne sont pas non plus aiguës et à ce point difficiles entre Sylvain Mollier et sa belle famille, et que si évidemment ce détail d'itinéraire est intéressant et mérite d'être examiné, il n'en fait pas et les enquêteurs n'en font pas leur piste privilégiée. Finalement, il s'avère que l'itinéraire recommandé par le père de Claire n'était pas exactement celui que Sylvain Mollier a emprunté ce jour-là. Oui, ça va confirmer en quelque sorte les réserves des enquêteurs sur cette hypothèse. Sylvain Mollier avait effectivement discuté avec son beau-père qui lui avait conseillé une route, mais c'est pas exactement celle que prend Sylvain Mollier ce jour-là. Il a un peu dévié, donc une fois de plus, la thèse d'un guet-apens avec un tueur qui attend caché près du parking du Martinet que Sylvain Mollier arrive, elle ne tient pas puisque Sylvain Mollier n'est pas censé non plus se retrouver sur cette route, à cet endroit, à ce moment. Donc cette piste, elle tombe. On continue, les enquêteurs continuent à examiner un peu l'entourage large ou familial de Sylvain Mollier. On a déjà dit aussi qu'il y avait des témoins de Jéhovah dans sa famille, mais ça non plus, ça ne donne pas grand-chose. En fait, dans cette enquête, dans l'enquête Chevaline, pendant longtemps, on passe beaucoup de temps à refermer des pistes, à en ouvrir de nouvelles, à les fermer à nouveau. Et fin 2013, donc on est un peu plus d'un an après les faits, les enquêteurs vont décider finalement de revenir aux origines de la tuerie. Dans ce puzzle criminel dont ils peinent à retrouver toutes les pièces pour les assembler, il y en a une qu'ils ont laissée un peu de côté. Cette pièce, c'est un témoin évoqué pourtant dès les premières heures de l'affaire, un témoin capital, mais sur lequel ils n'arrivent pas à remettre la main, et pour l'identifier, ils vont se tourner vers les médias. Fin 2013, plus d'un an après les 4 assassinats, les gendarmes n'ont toujours pas fait la lumière sur la tuerie de Chevaline. Ils ont exploré tout ce qu'ils pouvaient, mené de minutieuses investigations, en France comme en Angleterre. Ils ont entendu des dizaines de personnes, plusieurs fois, mais il leur en manque une, sur laquelle ils ne parviennent pas à mettre la main. Malgré les appels à témoignages passés, le motard, aperçu par plusieurs témoins sur la route de la Combe-d'Ir le jour du drame, ne s'est jamais manifesté. Alors qu'ils savent que le temps joue contre eux, les enquêteurs décident de diffuser son portrait robot. Le lundi 4 novembre 2013, le dessin est publié dans les journaux. Voici donc le portrait robot du motard que les enquêteurs recherchent depuis maintenant plus d'un an. Cet homme a été vu quelques minutes avant le quadruple assassinat, à environ 300 mètres en amont de la scène de crime. L'homme a le visage rond, les sourcils fournis, un bouc, la peau blanche, les yeux foncés. Selon les différents témoins, et notamment les agents de l'ONF qui l'ont vu de près, il portait un casque intégral très particulier, de marque GPA, dont la mentonnière s'ouvre par le côté. Seulement 8000 exemplaires de ce casque existent. En publiant ce portrait robot, les enquêteurs précisent bien que cet homme n'est pas leur suspect numéro 1. Il est surtout pour eux un potentiel témoin. Ils pensent qu'il était assez proche des lieux du crime, à l'heure où ça s'est produit, et veulent, à ce titre-là, l'entendre. Mais après la diffusion de ce portrait robot, les jours passent et rien ne bouge. L'homme ne se manifeste pas. Personne ne vient signaler aux enquêteurs qu'il a reconnu un ami, un collègue, un voisin.
Tant pis, il faudra encore attendre. Les 42 gendarmes qui constituent la cellule d'enquête continuent à travailler méthodiquement, sans aucune certitude et en explorant un maximum de pistes. Dans les journaux, on ne parle plus tellement de la tuerie de Chevaline. Seulement très peu de personnes sont au courant de l'opération qui se prépare. Le mardi 18 février 2014 au matin, 18 mois après le quadruple assassinat sur le parking, les gendarmes se déploient discrètement autour d'une maison à Talloires, un village touristique cossu en face de Saint-Joriot, sur les rives de l'autre côté du lac d'Annecy. C'est à 10 km de Chevaline. Cela fait plusieurs semaines que les gendarmes surveillent celui qui vit derrière cette porte. Un peu après 10 heures, il sort de chez lui en disant au revoir à sa femme. Il s'installe dans sa voiture. Avant qu'il ne démarre, les gendarmes lui sautent dessus. Ils l'extraient de la voiture, le couchent à terre pour le fouiller, puis le précipitent dans leur camionnette. L'homme interpellé ce matin ressemblerait à ce dessin, le portrait robot d'un motard vu à proximité de la scène de crime. Diffusé en novembre dernier, cet appel à témoins a suscité nombre de témoignages. Âgé de 48 ans et vivant en Haute-Savoie, le suspect serait un montagnard taiseux, un marginal amateur d'armes. Une perquisition est en cours chez lui, mais le procureur de Chambéry fait montre de prudence, rappelant l'absence de lien direct entre cet homme et les protagonistes du drame. Damien, pour les enquêteurs, la culpabilité de cet homme prénommé Éric est l'hypothèse numéro 4. Oui, depuis le 5 septembre 2012, les enquêteurs ont ouvert 7 hypothèses dans le dossier qui sont rangées de l'hypothèse H1 à l'hypothèse H7, sans jamais d'ailleurs en favoriser une par rapport à une autre selon eux. Il y a celle du frère de Saad par exemple, dont on a parlé, il y a la piste irakienne, la piste de l'espionnage en raison du travail de Saad, de ses activités professionnelles, celle aussi d'une erreur de cible, d'un tireur qui se serait trompé, qui aurait tué les mauvaises personnes, entre guillemets. Et puis il y a donc l'hypothèse H4, c'est celle de ce Éric, et c'est pour les gendarmes celle dite du tueur local isolé. Les gendarmes interpellent ce Éric, c'est un ancien policier municipal. Oui, alors, il faut noter que c'est la première interpellation dans cette affaire. Donc ce Éric, c'est effectivement un ancien policier, il a 48 ans, il est marié, père de 3 enfants. Il va donc être conduit dans les locaux de la section de recherche de gendarmerie de Chambéry. Alors, il a un profil intéressant pour les enquêteurs, d'abord parce qu'il a une ressemblance physique avec le portrait robot, le portrait de ce motard qu'on cherche depuis des mois. La corpulence, la forme ovale du visage et la taille de la barbe sont des rapprochements assez troublants. Cependant, aucun de ses voisins ne l'a jamais vu circuler à moto. Oui, alors ça c'est un problème, mais on va aller fouiller, perquisitionner sa maison, son jardin, on va retrouver un 2-roues qui pourrait appartenir à l'un de ses proches. L'examen de son téléphone va aussi attester qu'il était présent aux abords des lieux de la tuerie le 5 septembre 2012. Encore mieux que ça, on apprend qu'Éric est un collectionneur d'armes. Oui, alors on sait aussi depuis le début de l'enquête que l'arme qui a été utilisée par le tueur est une arme particulière, plutôt une arme de collectionneur. Et chez ce Éric, on va retrouver plus d'une demi-douzaine d'armes de poing, des armes de collection qui sont d'ailleurs en parfait état et qui datent de la Seconde Guerre mondiale, donc de la même période que l'arme du crime. Parmi celles-ci, les enquêteurs vont même trouver un pistolet Luger similaire à celui qui a été utilisé pour tuer les 3 membres de la famille Alili et Sylvain Mollier. Simplement, ce Luger, il est d'un calibre supérieur, c'est un 9 mm. L'arme du crime, c'était un calibre 7,65. On voit aussi qu'Éric, il est abonné à un bon nombre de revues spécialisées sur les armes. C'est un amateur de tir, donc il peut correspondre au profil. Révoqué de son poste de policier municipal en juin 2013 à la suite de malversations présumées, Éric est décrit par les enquêteurs comme un taiseux qui n'a pas laissé que des bons souvenirs sur son ancien lieu de travail. Certains dénoncent aussi parfois chez lui un comportement violent et des propos extrémistes et xénophobes. Reconverti dans la sécurité, il travaille depuis l'automne en Suisse et a notamment participé au sommet de Davos. Mais surtout, il est un chasseur averti et fréquente assidûment le massif des Bauges, le lieu de la tuerie. Au Menton-Saint-Bernard, dans le village où il travaillait et vivait avant de perdre son emploi et de s'installer à Talloires, on a du mal à croire à ce dénouement. Éric est décrit là-bas comme quelqu'un de très sympathique et à l'écoute des gens.
Mais après 96 heures de garde à vue, Éric Maillot, le procureur, se présente devant les journalistes pour leur annoncer que le suspect n'est pas le tueur de Chevaline. Encore raté. Le samedi 22 février, il est malgré tout mis en examen pour trafic d'armes en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire. En revanche, aucune charge ni élément compromettant ne sont retenus contre lui dans le massacre du 5 septembre 2012 à Chevaline. Une piste de moins dans l'affaire de la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie. 2 ans et demi après les faits, le motard aperçu dans le secteur peu après le quadruple meurtre a finalement été identifié. Il n'a rien à voir avec l'affaire. Ce chef d'entreprise lyonnais, âgé d'une 50aine d'années, était en Haute-Savoie pour faire du parapente. Une semaine plus tard, le vendredi 28 février, Éric est encore sous le choc de ce qui vient de lui arriver. C'est un séisme, c'est un cauchemar que j'ai vécu alors que je partais au travail. Ma femme était dehors en train de me dire au revoir et j'ai des gens qui m'ont extrait de la voiture, je les ai pas vus arriver. Ils ont simplement dit gendarmerie, ils m'ont couché, ils m'ont mis dans une camionnette et ils m'ont fait la fouille. Et là, un officier de police judiciaire m'a signifié ma garde à vue durant 96 heures, donc 4 jours. Le lendemain de son placement en garde à vue, Éric est licencié par l'entreprise suisse pour laquelle il travaille comme agent de sécurité. Le jour où j'étais mis en garde à vue, le lendemain, j'étais licencié. Ouais. Ils ont brisé ma vie, ils ont brisé ma famille, ils ont brisé ma carrière, parce que j'ai plus de travail. Mon petit garçon de 13 ans qui n'ose plus aller à l'école. On a bousillé une famille, quoi, pour rien. Après le raté de l'interpellation d'Éric, les gendarmes vont procéder autrement. Puisque la diffusion du portrait robot n'a pas porté ses fruits, ils vont patiemment tâcher de retrouver les 4000 propriétaires des lignes téléphoniques ayant borné entre 15 et 16 heures ce jour-là dans le secteur de Chevaline. Le mercredi 2 juillet 2014, près de 2 ans après la tuerie, les enquêteurs extraient une liste de noms d'hommes titulaires d'un permis moto. Dans cette liste, il y a le nom d'un certain Pierre. Le jour du drame, non seulement son téléphone a borné à Chevaline, mais sa moto a en plus été filmée par la caméra d'une agence bancaire dans le village de Doussard. Sur la moto, un homme portant un casque intégral avec une mentonnière détachable. Damien, après plusieurs mois de surveillance, Pierre est entendu en janvier 2015. Interrogé librement, il ne s'agit pas d'une garde à vue. Ce Pierre, il a 50 ans quand il est entendu. Il a 4 enfants, de 2 femmes différentes avec lesquelles il est d'ailleurs séparé. Il est séparé des 2, mais il est à nouveau en couple à ce moment-là. Et à ce moment-là, il est chef d'entreprise dans la région lyonnaise. Il ressemble trait pour trait au portrait robot. Et évidemment, la première question que vont lui poser les gendarmes, c'est de savoir pourquoi il ne s'est jamais manifesté, alors que depuis plus de 2 ans, les enquêteurs recherchent, à grand renfort d'appels à témoins et de portraits robots, un motard passé sur cette fameuse Combe-Dire le 5 septembre 2012. Réponse de l'intéressé, et elle est plutôt surprenante. Lui, il n'a jamais fait le lien entre la tuerie de Chevaline, dont il a, dit-il, très vaguement entendu parler, et son passage à cet endroit-là, ce jour-là. Il ne nie pas, en revanche, s'être rendu à Doussard, en Haute-Savoie, le jour des faits. Non, alors, au départ, il dit qu'il s'en souvient pas trop. Et puis, il commence à se rappeler, à recoller un peu les morceaux. Et il dit, la dernière fois que je me suis rendu en Haute-Savoie, dit-il aux gendarmes, c'était pour un baptême de deltaplane. Il explique, il dit, j'ai dû voler en début d'après-midi et aller me promener après. Des vérifications sont réalisées. Effectivement, il a réalisé un baptême de deltaplane qui a duré environ 20 à 30 minutes. Il s'est rendu sur place avec sa moto Honda blanche, équipée d'un top case à l'arrière. Il était vêtu d'une tenue de motard. Alors, il garde toujours aussi ses lunettes de vue pour piloter. Et donc, il explique qu'après ce baptême de deltaplane, il a voulu repartir chez lui en région lyonnaise, mais en passant par des petites routes, en passant par le massif des Bauges. Il a suivi un circuit qui n'était absolument pas programmé à l'avance. Il circulait presque plus ou moins d'ailleurs au hasard. Il explique, j'ai tourné dans des petites routes. Au bout de l'une d'elles, une voiture s'est arrêtée à ma hauteur. Le conducteur m'a dit que je me trompais de chemin. J'ai fait demi-tour. Par la suite, j'ai fini par rentrer, mais je ne sais plus par quelle route. On imagine quand même que cette route, c'était bien cette fameuse Combe-Dire où a eu lieu la tuerie. Réentendu quelques semaines plus tard, il donne un peu plus d'éléments. Oui, on va quand même lui demander, notamment s'il se souvient d'avoir croisé un cycliste ce jour-là dans la montée de la Combe-Dire, sur la route de la Combe-Dire. Il va répondre « J'ai une vague impression d'avoir doublé un piéton ou un cycliste sur le chemin, mais je n'ai pas de certitude. » Les gendarmes vont donc essayer de le remettre un peu en situation, notamment sur le parking, là où il se serait d'ailleurs
arrêté selon le témoignage d'un agent de l'ONF qui l'avait observé dans le rétroviseur de sa voiture au cours de la descente et après l'avoir entre guillemets contrôlé pour lui expliquer qu'il n'était pas sur la bonne route. Et là il va répondre, il va dire non, moi je suis catégorique, lorsque je suis passé sur ce parking, il n'y avait rien de choquant, rien de significatif. Dans sa mémoire, le parking était vide lorsqu'il y est passé, pas de voiture, pas de cycliste, pas de vélo. Donc malgré toutes ces réponses, les gendarmes continuent quand même, ils vont perquisitionner le domicile de ce motard et tout ce que vont finalement trouver les gendarmes confirme sa version. Oui, il s'est bien rendu ce jour-là à un baptême de deltaplane, c'est d'ailleurs confirmé par l'entreprise qui l'a accueilli et même si ça paraît incroyable, il ne s'est pas du tout intéressé à la tuerie de Chevaline jusqu'au matin de son audition, où d'ailleurs c'est la première fois qu'il va taper sur internet le nom de Chevaline. C'est la première fois qu'il fait ça, donc il sait vraiment, il est à la fois passé tout près d'une scène de crime incroyable et lui, ça ne l'a pas marqué, il s'en souvient pas, il s'y est pas intéressé. En mai 2015, près de 3 ans après la tuerie de Chevaline, un journaliste anglais du Mirror publie un livre intitulé « Le crime parfait », dans lequel il avance la thèse de l'acte local. Selon lui, le 5 septembre 2012, la cible n'était pas la famille Halili, mais bien Sylvain Mollier. Il en veut pour preuve un événement étrange, jusque-là passé sous silence auprès du grand public. Habitant d'Ugine lui aussi, âgé de 50 ans au moment de la tuerie, Patrice Menegaldo est propriétaire d'un revolver 357 Magnum et très bon connaisseur des armes à feu. Il est surtout un ancien légionnaire, tireur d'élite spécialiste des tirs longue distance, marqué psychologiquement par ses années en zone de guerre. Il présentait certaines caractéristiques qui rendaient son profil intéressant, résume un connaisseur de l'enquête. Comme tous les détenteurs d'armes vivant dans la région, cet ex-légionnaire est entendu une première fois à l'automne 2012, une seconde fois en avril 2013. Cette seconde audition provoque chez Patrice Menegaldo une profonde brisure, selon ses proches. Le mardi 3 juin 2014, cet homme se donne la mort par arme à feu chez lui. Il laisse derrière lui une lettre de 7 pages dans laquelle il explique que son choix de mettre fin à ses jours réside dans les investigations dont il a fait l'objet. Pourquoi un tel geste ? Pourquoi de telles explications alors qu'il a simplement été entendu en qualité de témoin ? Son audition n'a duré que 45 minutes, précise le procureur de la République d'Annecy. A-t-il été poussé dans ses retranchements à cette occasion, voire humilié, comme ses proches le pensent ? Je ne sais rien de toute cette histoire et mon geste n'est pas un aveu, c'est une tragédie, a-t-il écrit dans l'une des lettres laissées derrière lui. Damien, Patrice Menegaldo, c'est presque une victime collatérale de cette affaire. Oui, en tout cas, son médecin traitant, qui va être entendu, indique que ce placement en garde à vue dans le cadre de l'affaire de la tuerie de Chevaline, il l'a vécu comme une humiliation et qu'ensuite il s'est senti épié. Son médecin précise, lorsque je lui demandais s'il n'avait pas d'idée noire, il me répondait que non, mais qu'il voulait faire payer les gendarmes. Pour moi, il était rentré dans une espèce de paranoïa, expliquera même le praticien. Patrice Menegaldo était suivi donc, mais il avait refusé de suivre un traitement antidépresseur comme cela lui avait été proposé. Finalement, c'est ce suicide qui fait à nouveau peser des soupçons sur lui. Oui, évidemment, on se dit placement en garde à vue, il sort de garde à vue, il se suicide, on se dit peut-être il a quelque chose à se reprocher. On le sait en plus, c'est un homme assez renfermé, pas très sociable, et on a du mal à comprendre pourquoi une audition qui, d'après le procureur, a duré finalement très peu de temps, a pu le meurtrir à ce point. Mais rien dans le dossier non plus ne peut jusqu'à présent le mettre en cause. Et puis surtout, pour qu'il attende Sylvain Mollier sur le parking, encore eût-il fallu que ce jour-là, il ait connaissance du déplacement de Sylvain Mollier sur cette route forestière, ce qui est improbable. Encore une fois, on le répète, Sylvain Mollier, il n'a pas prévu de se rendre spécifiquement à cet endroit-là, ce jour-là. Donc il y a effectivement, comme dans d'autres pistes, des choses intéressantes quand on s'intéresse à Patrice Menegaldo, des coïncidences qui peuvent un petit peu heurter, mais encore une fois, une chose est sûre, comme d'autres avant lui, Patrice Menegaldo n'est pas le tireur de Chevaline. Après cette nouvelle fausse piste, les années passent et 8 ans plus tard, Chevaline reste un dossier non élucidé où toutes les hypothèses sont encore ouvertes. Oui, et c'est presque paradoxal tant il y avait de témoins ce jour-là à proximité directe de la scène de crime. C'est pas toujours le cas, il y a parfois des crimes qui se déroulent à huis clos où personne ne peut rien avoir vu. Là, il y a quand même le cycliste anglais, il y a d'autres cyclistes sur la route, il y a un randonneur, il y a le motard, il y a les employés de l'Office national des forêts. Ça fait beaucoup de monde, peut-être presque
trop de monde. Et puis, il y a surtout Zainab et Zina qui sont à la fois des victimes mais aussi des témoins extrêmement importants, ces 2 fillettes de la famille Halili. Elles ont déjà été entendues très peu de temps après les faits. Leur témoignage à l'époque n'avait pas apporté grand-chose, mais elles ont grandi. Les enquêteurs se disent que le temps qui passe n'est peut-être pas forcément un ennemi. Et surtout, elles vont elles-mêmes demander à être auditionnées à nouveau. Vous venez d'écouter le 5e épisode sur 6 de notre série Les fantômes de Chevaline. Un épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquierotti, Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Clémentine Spiller. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. Rédacteur en chef, Jules Lavie. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les documents que nous avons cités et déjà écouter la suite de ce podcast dans le 6e et dernier épisode, disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.